soit pour tout le monde. Et le Parti socialiste qui a proposé cette idée l'a abandonnée ensuite. Je pense que c'était bien. On avait là l'occasion, puisque tout le monde, au fond, s'était rallié à cette idée que j'avais exposée à 2001, de faire quelque chose de positif tous ensemble. Alors, en même temps, régimes spéciaux, régimes spéciaux de retraite, ouais. Voilà. Alors, moi, j'aimerais juste éclaircir une petite chose. On entend les autres candidats parler des régimes spéciaux. À les entendre parler, on a l'impression qu'à la RATP, à la SNCF, on n'a que des avantages. Donc moi, si j'interroge n'importe quelle personne ici, si je lui demande qu'est-ce que c'est les régimes spéciaux pour vous, ben moi, vous dire, vous partez à la retraite à 50 ans. Sauf que les gens sont persuadés qu'on part à la retraite à 50 ans avec une retraite complète, ce qui est complètement faux. Et voilà, donc j'aimerais aussi qu'on parle des inconvénients qu'on a dans notre métier. Aujourd'hui, on a des machinistes, des conducteurs de bus qui sont inaptes parce que la clientèle est de plus en plus difficile, donc psychologiquement, c'est de plus en plus dur. Donc voilà, c'est vrai qu'on a des bus qui sont hyper performants, des trains qui sont hyper performants, donc on a besoin juste du petit doigt pour faire tourner le volant. Mais on a d'autres difficultés, quoi. Et donc j'aimerais votre position par rapport aux régimes spéciaux. Alors si je voulais être populaire auprès de vous, je dirais, Sofiane, on ne va pas y toucher, tout ça va être... Je vais vous dire quelque chose. La réforme des retraites, elle est obligatoire, quel que soit celui qui sera élu. Et s'il ne le dit pas, c'est qu'il ne dit pas la vérité aux Français. Parce que il y a une telle croissance du nombre des personnes âgées que ceux qui sont au travail vont avoir à porter un poids trop lourd sur les épaules. Donc la réforme est obligatoire. Cette réforme, elle devra traiter également les régimes spéciaux et les régimes ordinaires. Mais il faudra qu'elle le fasse de manière juste. Et pour être sûr que ce sera de manière juste, je dis, je ferai la réforme des retraites, je vais vous dire les principes que j'imagine, je ferai la réforme des retraites et je la soumettrai au référendum des Français. Comme ça, personne ne pourra craindre qu'on décide dans son dos, à sa place, sans lui avoir dit. Et c'est aussi un moyen d'éviter des affrontements très lourds. C'est les Français qui le trancheront. Alors je vais vous dire les principes pour moi. On doit maintenir la possibilité de choisir l'âge de son départ à la retraite en fonction de la pension qu'on recevra. On peut partir à 60 ans, mais on aura une pension X. Si on la trouve insuffisante, on peut prolonger plusieurs années ou quelques années de plus pour améliorer sa pension. Ainsi, on est libre de l'âge du départ à la retraite. Mais ça veut dire aussi qu'on règle une question qui n'est pas réglée en France, c'est que les entreprises ne se débarrassent pas de ceux qui ont plus de 50 ans. Parce que ça, franchement, c'est à la fois une très grande injustice et aussi une hypocrisie. On s'en débarrasse parce qu'il coûte trop cher. Mais dans le même temps, tout le monde verse des larmes de crocodile en disant « Mais comment se fait-il que nous soyons le pays du monde dans lequel les plus de 50 ans travaillent le moins ?» Eh bien, moi, je dis qu'il faut s'adresser aux entreprises pour regarder avec elles de quelle manière on peut apporter des incitations, pousser à faire que les plus de 50 ans soient réellement au travail. Ils ne le sont pas aujourd'hui. Et surtout, quand ils sont licenciés, comment ils retrouvent un travail, on en parlera tout à l'heure, sans doute. Catherine, au téléphone. Catherine ? Oui, bonsoir. Monsieur Bayrou, je peux poser ma question ? Oui, bien sûr, allez-y, Catherine. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bayrou. Donc, bonsoir. Je vous appelle dans les Bouches-du-Rhône. Ma question va porter sur l'insécurité dans les écoles. Mon fils est en 6e au collège Van Gogh, pour pas le citer, en Arles, et bon, il s'est fait... Dans quelle ville, madame ? Gratuitement. Et ça, c'est tous les jours qu'il y a des agressions comme ça. Il part pas tranquille au collège, c'est sans arrêt menace de mort, bagarre et j'en passe. Hein. Bon, dans les classes difficiles, on met 5 ou 6 bons élèves pour motiver les autres, mais c'est pas toujours évident. J'entends parler de suppression de postes, ça me fait peur. Je pense qu'au contraire, il faudrait créer des soutiens, etc. Et puis rendre les réunions parents-professeurs obligatoires quand même pour que les gens sachent ce qui se passe. C'est pas au grand frère de gérer les enfants. Donc ma question, Monsieur Bayrou, si vous êtes élu, que comptez-vous faire pour parer au problème de la violence croissante dans les collèges? Et j'aimerais aussi savoir, est-ce que le remaniement de la carte scolaire fait partie de vos projets? Voilà, 2 questions. Sécurité dans les écoles, comment on fait? Sécurité dans les écoles, moi j'estime qu'on ne peut pas dire qu'on est l'éducation nationale, qu'on a des valeurs républicaines et laisser terroriser les enfants ou les enseignantes dans les écoles. J'ai fait beaucoup de tours de quartier, comme on dit, des quartiers difficiles. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui élèvent souvent seules leurs enfants. Elles étaient très souvent musulmanes. Et ça a été pour moi une surprise de découvrir que beaucoup d'entre elles me disaient « On va mettre nos enfants dans l'école privée catholique ».
J'aime bien la rencontre des religions, des philosophies, et donc de ce point de vue-là, c'est bien, mais c'est un crève-cœur de penser que l'école publique en est au point qu'on la quitte simplement parce qu'elle n'est pas capable de maintenir le minimum de calme et de respect dans la cour de récréation ou dans les classes. Ceci doit être l'article premier du travail que nous allons faire, qu'on doit faire, en direction de l'éducation nationale. Comment ? Tous les enseignants disent à peu près la même chose. Ils disent tous, c'est 10, 12, 15 élèves dans l'établissement qui en fait font régner ce climat, et c'est 10, 12, 15 élèves qu'on n'arrive pas à raisonner. Eh bien, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités, et ces 10, 12, 15 élèves, il faut leur offrir une éducation qui leur permette de retrouver des repères à l'extérieur du collège, avec des éducateurs et avec des psychologues, parce que très souvent, quand on déstabilise, c'est qu'on est déstabilisé intérieurement. Ils sont considérés comme des délinquants pour vous, comme des enfants qui ne sont pas adaptés au système et qu'il faut sortir momentanément. C'est pas des enfants délinquants, un certain nombre n'en sont pas encore là, c'est des enfants cassés et qui cassent. C'est parce qu'ils sont cassés très souvent dans leur vie, parce que les familles aujourd'hui c'est très compliqué et difficile, c'est souvent déchiré, parce que la précarité, parce que l'absence de travail, parce que tout est déstabilisé dans les milieux les plus fragiles. D'ailleurs, ça l'est aussi dans les milieux les plus avantagés. Donc on est une société qui, en effet, fait que les enfants sont souvent complètement secoués. Et alors, comme ils sont secoués, ils n'ont qu'un seul moyen pour se faire reconnaître, c'est celui-là. Très souvent, ce sont les mêmes qui ne savent pas lire au moment d'entrer en sixième. Encadrement militaire ou humanitaire. Et c'est pourquoi je dis, une des choses capitales que nous avons à faire, un des engagements capitaux que je prends, c'est faire que tous les enfants qui entrent en sixième sachent lire. Qu'on ne puisse pas entrer en sixième sans savoir lire et écrire. Encadrement militaire ou humanitaire pour des enfants qui sont... C'est pas le travail des militaires. Les militaires, ils ont à défendre la France, ils servent des hélicoptères, ils servent des bateaux, ils servent de l'aviation, ils servent de l'infanterie, ils servent des tanks. Le travail des militaires, ça n'est pas d'encadrer les gosses des banlieues, ou alors il faut revoir le logiciel. Il faut revoir. Donc, c'est le travail des éducateurs. C'est le travail, je vais dire quelque chose d'un peu pas très admis. Je pense qu'il faut trouver des hommes, des garçons. Parce que très souvent, le manque d'hommes est un repère dans la vie une perte de repère dans la vie de ces enfants, qui est de l'autorité, en effet, qui est de l'expérience de la vie, et qui soit capable de leur apporter cette autorité dont ils manquent. Et selon moi, c'est pas un boulot militaire, c'est un boulot d'éducateur. Mais pas de policiers à l'intérieur de l'école, du soutien scolaire, de l'aide. Peut-être qu'on peut faire venir des adultes dans l'école. La deuxième solution est pas la première. Parce que si vous mettez des policiers à l'intérieur de l'école, qu'est-ce que vous dites aux enfants? Vous dites, dans l'école, c'est la loi du plus fort. C'est la même loi que la loi de la rue. Or, nous, éducateurs, nous avons une chose à faire, c'est de montrer que la loi de l'école, c'est pas la loi de la rue. Que à l'école, ça devrait être pareil dans la ville, hein, mais à l'école, on respecte les enseignants, même s'ils sont jeunes, femmes, frêles, avec une voix qui ne s'impose pas. On les respecte parce qu'ils sont enseignants et qu'ils vont nous transmettre du savoir. Et on respecte ses camarades, les autres dans la cour de récréation, pas parce que c'est des caïds ou des malabars, mais parce que chez nous, à l'école, on apprend à vivre ensemble et à se comprendre si on peut. Et ceci, évidemment, vous le perdez si vous mettez des policiers. En revanche, bien sûr, il faut mettre des adultes. Et toutes ces idées qu'on a évoquées, service civique, ou bien ces personnes qui pour l'instant n'ont rien et à qui on donnerait une mission dans les associations ou les collectivités, voilà des personnes qui peuvent être là comme une présence pour encadrer et pour entendre. Question de Simon. Monsieur Bayrou, si vous étiez élu à la présidence de la République, quelles mesures préconiseriez-vous à l'éducation nationale afin de restaurer l'autorité chez les enseignants vis-à-vis des élèves